Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast de Télé Loisirs que vous êtes toujours plus nombreux à écouter. Merci à vous et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui aux côtés d'un homme qui a marqué l'histoire de France 2, une chaîne où il a animé pendant 29 ans. Rendez-vous compte le jeu Motus, mais sa carrière ne se résume évidemment pas à cela. Homme de théâtre, il joue actuellement partout en France une pièce baptisée Les Cachotiers. Il a également publié en novembre dernier aux éditions Plomb Ma résilience à moi, un livre dans lequel il revient sur le très long chemin qu'il a dû parcourir pour se guérir de son enfance maltraitée. Cet homme se touche à tout, vous l'avez reconnu, il s'agit de Thierry Beccaro. Bonjour Thierry. Bonjour, c'est une belle présentation. Je vais rajouter juste, parce que c'est important, je vais revenir aux 29 ans de présentation de Motus. Elles sont accompagnées quand même en parallèle de 29 ans de présentation de Télématin. Une carrière, effectivement, mais on en reparlera, qui ne se résume absolument pas à Motus. Alors, je suis vraiment ravi, en tout cas, de vous recevoir dans ce podcast, un podcast sur la parentalité, dans lequel, vous le savez, c'est le principe, je reçois à chaque épisode un papa ou une maman célèbre et un podcast qui débute toujours par cette même question. Je la pose à tous mes invités pour attaquer la discussion. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, en quelques mots, vos 3 enfants? Quel âge ont-ils? Et comment s'appelle-t-il? Alors, ça sera un peu comme un jeu. Vous allez pouvoir deviner mon âge. Vous êtes spécialiste des jeux télé. Voilà, vous allez deviner mon âge. Guess my age. Voilà. Parce que parfois certains me disent que je les fais pas. Donc, j'ai une grande fille. Mm-hmm. J'ai une première fille qui a 37 ans. Mm-hmm. 37 ans. Et je suis grand-père d'une petite Paloma. Mm-hmm. J'ai une autre fille qui a 23 ans et un fils qui a 20 ans. Voilà, que je dise pas de bêtises, ouais. Et qui est un grand garçon dans tous les sens du terme. Je suis obligé de monter sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Donc il y a Pauline, il y a Clara et il y a Lucas. 3 enfants, effectivement, qu'on va évoquer au cours de cette discussion. Et pour commencer, il y a un thème que j'aimerais évoquer tout de suite avec vous, c'est celui de votre enfance. Une enfance maltraitée, je le disais en introduction, un père violent, un père alcoolique qui vous battait, qui ira même jusqu'à menacer un jour votre mère avec un fusil. Une question très directe, Thierry. Il y a une 40aine d'années, quand votre ex-femme vous annonce qu'elle attend un enfant, vous annonce que vous allez devenir père, qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête? Qu'est-ce que vous vous dites? Ça a été comme un tsunami. Vraiment, c'était comme si la terre s'ouvrait sous mes pieds, parce que j'étais, par rapport à ce que j'avais vécu, vraiment, je pensais que avoir un enfant, c'était forcément reproduire ce que j'avais vécu. C'était certainement un manque de confiance en ce que j'étais, parce que j'étais quand même, je devais avoir 28 ans à peu près quand j'ai appris la nouvelle, donc j'étais déjà un grand garçon, mais j'étais un grand garçon totalement dévasté par ce que j'avais vécu, même si personne ne le savait, et même si je continuais à faire bonne figure. Voilà, je ne savais qu'une chose, c'est que je ne voulais pas être père. Voilà, j'avais très très peur de ce dont on parle beaucoup quand on parle de maltraitance. J'avais peur d'être un papa qui allait battre ses enfants. Donc je m'étais dit, puisque je vais être papa, je voudrais absolument, il faut que ce soit une fille. Parce que pour bien comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça change, une fille par rapport à un garçon? Dans mon esprit, comme ma sœur était témoin de ce que je vivais, mon père ne l'a jamais touché, et au moins j'étais sûr que je ne reproduirais pas ce que j'avais vécu moi en tant que garçon. Voilà, parce que une petite fille, c'est la douceur, etc. Enfin voilà. Et donc dans mon esprit, je ne ferais pas de mal à une petite fille. Je n'ai jamais levé la main sur mes enfants, sur aucun de vos enfants. Et je le dis souvent dans les salons du livre, quand je rencontre les gens qui sont comme moi et qui ont peur, parce qu'ils sont passés par le même chemin, qui ont peur de cette fameuse répétition. Comment on fait pour casser ce schéma? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Quand donc vous avez ce tsunami, vous apprenez que vous allez devenir père, comment vous faites une fois que votre fille naît pour ne pas reproduire? Comme je le dis régulièrement, c'est un vrai travail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer sur ce chemin si vous ne faites pas accompagner.
Donc c'est là que j'ai commencé, comme je le raconte dans le livre, j'ai commencé à rencontrer un premier psychologue qui a été formidable, qui m'a vraiment écouté, qui m'a encouragé, et parce que la peur d'être père s'accompagnait d'autres peurs, de crises de spasmophilie, de tétanie, enfin la maltraitance fait de vous un adulte en miettes. Brisé. Voilà. Donc il faut le reconstituer. Et est-ce que ça vous aide d'avoir un enfant justement pour reconstituer ce puzzle, cet adulte qui est éparpillé? Oui, je crois que c'est l'enfant qui va vous aider et les enfants qui vont m'aider à me reconstituer et qui vont tout à coup me faire comprendre que alors ça, il faut croire à ces choses-là, mais on est venu, nous, pour te montrer de quoi tu étais capable, et que ce que tu as vécu quand tu étais enfant, papa, nous on va te montrer que c'est pas une obligation, t'es pas obligé on peut être autoritaire sans faire de l'autoritarisme, on peut avoir certaines exigences, on peut être sévère. Justement, tiens, avec Pauline par exemple, vous étiez quel type de père? Sévère? Oui, sévère et juste, parce que on était séparés avec sa maman, nous nous sommes séparés. Quand votre fille avait quel âge? À 4 ans. Et on a réussi une séparation, je crois, douloureuse évidemment comme toute séparation, mais dans laquelle on s'est pas renvoyé la balle. C'est-à-dire que Pauline, elle pouvait pas difficilement jouer sur les deux tableaux. Moi, je lui disais toujours, si maman a dit ça, on fait comme maman a dit. Et de l'autre côté, je crois que la maman de Pauline faisait la même chose. Le lien physique, ça, j'aimerais qu'on y revienne un instant. Dans une interview que vous aviez accordée à Télé Loisirs en 2018, vous avez raconté que vous aviez très peu pris votre aînée Pauline, dont on parle, dans les bras, à cause notamment de ses traumatismes d'enfance. Pas beaucoup de câlins, pas beaucoup de prise dans les bras de cette petite fille. Est-ce qu'avec vos 2 autres enfants, vous avez réussi à être plus câlin, à être plus proche physiquement? Oui, c'était difficile avec Pauline parce que effectivement, tout petit, les câlins, j'en ai pas eu beaucoup. Et comme je devais être certainement très en colère et très triste par rapport à ce que je vivais, par rapport au fait que ma mère était assez absente dans tous les sens du terme. Donc c'est vrai que quand elle voulait me prendre dans ses bras, on en a reparlé il y a pas très très longtemps. Elle me dit ouais, mais toi tu refusais tous les câlins et tout ça. Bah oui, mais parce que moi j'étais en colère. Donc les câlins, j'ai eu beaucoup de mal à les faire à mes enfants, et je me suis quand même amélioré au fil du temps. Puis alors maintenant en tant que grand-père, voilà. Alors là les câlins, la petite Paloma, elle va y avoir droit. Votre papa, on en parle, vous lui avez pardonné peu avant qu'il ne disparaisse, vous l'avez raconté. Lui, en revanche, ne vous a pas dit pardon. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a ralenti dans votre guérison, cette absence de pardon? Est-ce que ça vous a ralenti? Je sais pas si le fait que mon père ne m'ait pas demandé pardon, ou que je n'ai pas réussi à avoir cette conversation avec lui, je sais pas si ça m'a ralenti. En tout cas, ça n'a certainement pas accéléré le rythme. C'est quelque chose qui... C'est un regret aujourd'hui, très fort chez vous? Ouais, je trouve ça dommage, mais... Qui ne vous ait pas dit pardon? Oui, qu'on n'ait pas pu avoir cette conversation, parce que certainement que, à un moment donné, mon père était très souffrant, il fallait passer à autre chose. Et c'est là où je remercie ceux que j'appelle mes anges, ou les gens avec qui j'ai travaillé sur le divan, avec qui j'ai essayé de comprendre tout ce qui s'était passé, pourquoi mon père était comme ceci, pourquoi il s'était passé ça avec ma mère, pourquoi. Donc à un moment donné, j'avais à peu près reconstitué le schéma, l'histoire de mes parents, et puis mon père était en fin de vie. Je trouvais que c'était inutile de continuer à vivre dans la rancœur, à vivre dans l'amertume, et que c'était moi qui allais l'accompagner. J'étais quelque part, les rôles s'inversaient. Ouais. J'étais devenu, sans qu'on puisse se parler, mais un peu le papa de mon père, quoi. Ce papa, il a
connu évidemment vos enfants. Quelle était sa relation avec eux? Alors avec Dans Pauline, ce contexte avec évidemment Pauline, très je particulier. pense qu'il a eu une relation assez forte, bien que réservée. Voilà, parce que mon père était quelqu'un c'était pas facile de l'apprivoiser, et paradoxalement, il avait des amis partout, quoi. C'était quelqu'un de très sociable. Ouais, j'en parle dans mon livre, qui était c'était aussi un homme formidable, parce que il ne devenait Mr. Hyde que quand il avait bu, quoi. Quand il était Dr. Jekyll, c'était un homme formidable. C'était vraiment quelqu'un qui aimait les autres, qui rendait service, qui était vraiment et quand on a assisté, à son enterrement, ma mère a été surprise de voir le nombre de personnes qui étaient là, et dont elle ne connaissait pas certainement l'existence, les pompiers avec qui il travaillait, pour qui il faisait la nourriture, enfin plein d'amis. Deux visages, vraiment, deux visages. Donc mes deux derniers enfants l'ont moins connu. Mais c'était souvent le cas. Ma mère est une grand-mère exceptionnelle, et mon père était un grand-père vachement sympa, quoi. C'est comme ça la vie. Ça fait partie du sac à dos que j'ai sur les épaules, quoi. C'est vrai que votre maman, justement, est-ce qu'elle a lu vos derniers livres, et qu'est-ce qu'elle en a pensé de cette libération de la parole? C'est jamais facile. C'était un peu compliqué. Un peu compliqué. Le premier livre, je l'ai un peu préparé avec elle. J'avais besoin d'avoir des explications. On s'attaque à l'intime, effectivement, de l'intime dont tout le monde va parler ensuite. J'ai travaillé avec elle sur la hiérarchie, les dates, les événements, et puis j'ai dû à un moment donné lui dire: maman, il va y avoir des choses un peu difficiles dans le livre, mais je voudrais que tu saches que ça n'est absolument pas un livre de vengeance, d'accusation, c'est un livre où j'accepte de raconter pour les autres ce que j'ai vécu. Alors évidemment, ça a été compliqué, mais ça a été plus compliqué pour la famille. Vous pensez à qui? Je vais pas donner de nom, mais l'entourage a pas bien compris ce qui se passait. C'est ça qui est paradoxal. Le fait que vous ayez décidé d'en parler, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui lui prend, quoi? Comme si... Alors ça serait le point d'interrogation. On n'était pas au courant, quoi. Comme si on découvrait. Et la phrase marquante que ma mère m'a rapportée, c'est que beaucoup de gens dans la famille ont dit: mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de livre? On l'a encore vu ce matin à la télé. Il était souriant et de bonne humeur. C'est des personnes qui ignoraient ce que vous aviez vécu ou qui le connaissaient? Ça, je vais vous renvoyer la question. Imaginons que ils sont là, on leur dirait: et vous n'avez pas à un moment donné, vous n'avez pas imaginé que il pouvait m'arriver ceci ou cela? C'est en tant que proche de papa et maman. Non, il n'y a pas un moment donné où vous vous êtes posé la question, non. Qu'est-ce que vous ressentez en 2018 quand on parlait justement de la réaction de votre maman, de votre famille, de certaines personnes dans votre famille, mais vous, qu'est-ce que vous ressentez en 2018 quand sort ce livre, quand vous parlez publiquement? Vous avez peur? J'ai eu une peur. J'ai accepté de le faire parce qu'on m'a convaincu, mon éditeur, les 2-3 personnes avec qui j'ai discuté de ce projet m'ont dit: tu vas faire un bien fou à des tas de gens. Vraiment. Fais-nous confiance. Et ça a ouvert des milliers de portes. Et ça m'a apporté, peut-être, je l'ai dit, mais je le redis toujours, avec grand plaisir, tout l'amour que j'ai peut-être pas eu pendant des années. Vos enfants, ils vous disent quoi en 2018 quand vous sortez ce livre? Évidemment, vous les préparez. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup parce que je pense qu'ils connaissent mon histoire. Comme je dis souvent, les livres, ils sont là, hein, ils sont posés, ils les prennent quand ils veulent. Il y a peu de discussions avec eux sur
cette enfance, votre enfance, Très peu. Et ce choix d'en parler publiquement? Très peu. Je sais qu'ils ont vu certaines émissions marquantes. Cette vidéo que j'ai enregistrée pour Brut, pour le média Brut, et qui a été vue par plus de 20 millions de personnes, ce qui est colossal. Est-ce que certains collègues à France Télévisions, certains animateurs étaient dans la confidence, connaissaient votre histoire avant que vous ne publiiez ce livre et sinon, comment ont-ils réagi quand vous avez publié ce livre? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ça a été aussi la grande surprise. D'abord pour eux. Mm-hmm. Pour eux, parce que aucun n'était au courant. Non, il y avait très peu de gens qui... Non, je crois pas. Je crois pas, parce qu'il y avait toujours ce sourire, cette envie de donner du plaisir aux gens, d'être à Télématin, d'être avec et à Motus, d'inverser la douleur. Mais c'est vrai que ils ont été très vais et se sont devenus eux aussi des confidents. Vous pensez à qui en particulier? Je vais pas vous donner de nom, mais pas mal de gens avec qui je travaillais, qui étaient très proches, sont venus me voir en me disant je te remercie parce que j'ai un peu connu ça. Donc une libération de la parole, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, nécessaire, salutaire, qui permet d'ouvrir des portes. Qui se sont ouvertes et tout ça, et tout à coup, comme si... Ah bah oui, mais j'ai tellement cru, moi, que j'étais tout seul. J'ai tellement cru que je pouvais pas parler parce que sinon on allait me regarder. Et les gens sont venus me voir en me disant merci parce que j'ai un peu connu ça aussi. Qu'est-ce que vous lui diriez au petit Thierry Beccaro je vais lui dire au petit Thierry, écoute, Thierry, on a à peu près reconstitué le puzzle. Voilà. Tu peux être tranquille maintenant, t'as plus à avoir peur. Il reste 2-3 pièces à placer que j'ai pas encore, mais voilà, on est presque entiers tous les deux. Et à votre papa, qu'est-ce que vous lui diriez? Je vais lui dire, papa, c'est dommage, c'est dommage s'il était là en face de moi. C'est dommage qu'on n'ait pas pu parler quand même. Voilà, tiens, si tu les 3 dernières pièces là qui me manquent, si tu peux me les donner, ça serait super. Voilà, et puis après, je serai entier. Alors, on évoque ces blessures, ces traumatismes de l'enfance. Est-ce qu'ils ont pu avoir des incidences dans vos relations amoureuses, dans votre couple, que ce soit avec votre première femme Hélène ou avec Emmanuel, avec qui vous partagez aujourd'hui votre vie? Parce que le problème de la maltraitance, ça vous entraîne sur des chemins un peu, j'ai envie de dire, des chemins escarpés. Ou alors c'est ce que moi j'ai appelé un pont de singe. La vie devient un pont de singe. Donc on avance, ça tremblote un peu, il y a 40 mètres au-dessus de vous, il faut traverser le pont pour aller de l'autre côté, et on va estimer que chaque latte, voilà, on avance, on met un pied devant, c'est une façon de s'engager ou pas. Donc ma difficulté, elle a été là. L'engagement. Voilà encore un mot. Voilà. Là, celui-là, je peux l'employer sans problème, parce que c'est vrai que vous avez eu du mal à vous engager amoureusement. Oui, être papa, tout à coup, c'est s'engager. Avoir d'autres enfants, c'est avec une autre femme, c'est s'engager. Et, par exemple, tiens, Emmanuel, à quel moment vous lui parlez de ce fardeau, de ce chemin de croix? Parce qu'évidemment, on n'en parle pas à la première rencontre, ça va de soi. On n'en parle pas. Elle le devine. Elle le voit dans la difficulté que j'ai à avancer avec elle. Donc je la remercie parce qu'elle me dit à un moment donné... C'est elle qui brise le tabou et qui dit je sens chez toi une fêlure. Il faut que tu ailles voir quelqu'un, parce que c'est pas possible. On va pas pouvoir... Moi je peux pas avancer. Moi je peux pas avancer sur un pont de singe avec toi. Qu'elle vous aide une aide salutaire à ce moment-là. Ah bah oui. Parce que le problème de ce type d'enfance, c'est que ça vous fait des adultes fracassés. Mais les autres sont pas forcément responsables. Et donc, ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Pourquoi tout à coup, vous tombez dans un gouffre? Alors, vous tombez dans un gouffre 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle veut bien remonter avec vous, vous aider à remonter. Mais les autres peuvent pas suivre.
Donc vous remerciez Emmanuelle de vous avoir... Oui, alors ça, et ça je lui ai déjà dit, ça là-dessus, elle le sait, comme je remercie toutes celles et tous ceux que j'ai appelés mes anges, qui m'ont, à un moment donné, tendu la main, que j'ai su saisir. Parfois, je ne les ai pas saisis, ces mains. Mais je dis souvent que j'ai certainement tendu des mains qu'on n'a pas prises, moi aussi. Avec Emmanuelle, vous formez un couple atypique, ce sont vos mots. Vous l'avez dit il y a quelques années dans un entretien au magazine Nous deux, je vous cite, avec mon épouse, nous avons su éviter la routine entre les tournées et les enregistrements. Nous sommes toujours heureux de nous retrouver. Racontez-nous. Ah oui, bien sûr. Oui. Ça, c'est la clé du c'est la clé parce que alors là, couple. Si Emmanuelle n'accepte pas que je sois comédien et que je parte en tournée, ça va être compliqué là, parce que ça c'est mon métier. Mais ça, tous les comédiens le savent. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus compliqué. Est-ce qu'il faudrait eût-il fallu que je vive avec une comédienne? J'en suis pas persuadé. Parce qu'après, d'autres problèmes peuvent entrer en ligne de compte. Celui qui joue plus que l'autre, de rivalité professionnelle, les rivalités, etc. Là, j'ai jamais eu ce souci avec Emmanuelle. Et Emmanuelle a de son côté, comme elle est journaliste, des voyages de presse, etc. Enfin, je pense que à la limite, il faudrait presque interviewer nos enfants pour qu'ils fassent un petit état des lieux. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre? C'était dans quel cadre? Alors la première rencontre, c'était c'est ça, la vie est ainsi faite. Vraiment, je voulais pas aller à cet endroit-là. C'était un dîner de presse. C'était du côté de Fontainebleau, quoi. Mais bon, je m'étais engagé. À l'époque, je devais présenter Matin Bonheur, je pense. Et comme souvent, quoi. Voilà, on n'a pas envie d'aller là. On fait une super rencontre, on n'a pas envie de voir tel film. Je me souviens qu'avec Emmanuelle, elle me dit, je vais voir, j'ai une soirée de presse avec le film de Tarantino, Pulp Fiction. Je devais être un peu crevé, tout ça. Tu viens avec moi? Bah oui. Oh là 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 là. Bon, je suis allé voir Pulp Fiction avec elle. Là, je suis ressorti de là, j'étais... Oh! Bah voilà. Donc pareil. Un dîner de presse avec Emmanuelle, journaliste, et c'est là que vous la rencontrez. Voilà. Donc et puis voilà. Donc, vous avez eu l'instinct d'aller au bon endroit au bon moment. Voilà, absolument. Et voilà, c'est comme c'est comme Motus, c'est comme il y a plein de choses comme ça, une émission qui doit durer 2 mois. Voilà, c'est comme les histoires d'été. On se dit ça va s'arrêter là, puis on est toujours là 29 ans après. Alors, un mot sur Clara et Lucas qui sont partis, je crois, étudier assez loin, même très loin, puisque c'est aux États-Unis. Ouais. Je crois d'ailleurs qu'ils y sont... Clara est aux États-Unis. Votre fille est toujours... Clara. Mais Lucas est revenu. Il a commencé à étudier à Los Angeles pour des études de cinéma. Et comment vous l'avez vécu, cette relation longue distance avec les deux, et du coup, toujours avec votre fille qui est là-bas? Pas facile pour un papa. Ça, c'est compliqué, ça. Je pense que c'est plus compliqué pour Emmanuelle. Moi, mon parcours fait que je sais ce que c'est que la distance avec les parents, qu'ils soient à Los Angeles ou en banlieue, donc ou à New York, voilà, peu importe. Mais ce qui m'importe surtout, c'est qu'ils soient heureux. Vraiment, c'est pas une phrase comme ça cuculapraline. C'est que moi je sais ce que c'est que de se débrouiller tout seul et de partir de chez soi. Je devais avoir 19 ans après le bac. Donc vraiment, j'ai commencé à travailler très très tôt. Et tout ça même grâce à mon père. Vous l'aviez raconté notamment dans le premier livre. Et voilà. S'il était là, je lui dirais encore merci papa. C'est vrai que j'étais pas content au début, mais là encore une fois, ça a été le coup de foudre. Donc pour mes enfants, voilà, qu'ils soient à Los Angeles, qu'ils soient à New York, je ne sais où, à Paris, puisque Lucas est avec nous là en ce moment. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils soient heureux. Vraiment, parce que on a tout fait avec nos moyens, avec notre éducation, pour que ils soient bien dans leur basket. Et moi, quand je pense au chemin par lequel je suis passé, je crois que c'est plutôt assez réussi. Et ça, alors
Je sais pas si je vais oser dire ça. Fierté. Est-ce que je peux être fier? Voilà, je l'ai employé à votre place. La notoriété, un petit mot sur la médiatisation, la notoriété. Vous faites partie de ces animateurs qui ont marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Comment vos enfants ont-ils vécu cette médiatisation? Je pense notamment dans la rue quand on venait vous voir. Très discrètement. Très discrètement et en même temps avec une certaine, une certaine admiration, je pense. Oui, parce que... Mais ça ne les a jamais importunés de voir des gens aller voir leur papa dans la rue Non, parce que je crois que les gens ont plutôt des mots plutôt sympas vis-à-vis de moi, et des gens, comme vous l'avez dit, de toute génération. Donc, vous savez, quand vous avez un jeune garçon qui vous sert dans un restaurant, et puis qui vient vous voir, et que vous avez votre fils qui a le même âge, et ce garçon me dit, moi, je vous ai suivi sur Motus, où je vois tous les bêtisiers qui ont été faits et tout. Oh là là, je vous adore, etc. Il faut bien se dire que Motus, c'est toutes les générations. Ça touche effectivement toutes les générations. Et donc mes enfants, ils savent. De la fierté pour leur papa, et pas de gêne vis-à-vis de cette notoriété, même dans leur classe. Non, ça n'a pas pu leur poser de. Peut-être que quand ils sont plus petits, ça a été un peu gênant, certainement. Parce qu'il y a un moment donné, Momo Motus, là, ils savent pas trop. Mais moi, je me suis jamais servi de ça pour. Donc peut-être gênant au début, mais après ça s'est estompé. Non. Des enfants qui, pour certains, Pauline et Lucas, ont emprunté des voix dans l'audiovisuel. Est-ce que ça vous discutez avec eux? L'une est script, l'autre a étudié l'audiovisuel et le cinéma. Est-ce que vous leur donnez des conseils? Est-ce que vous échangez avec eux? Est-ce que vous êtes fiers aussi qu'ils travaillent dans cette branche? Alors moi, les conseils que je donne seront certainement des conseils plutôt d'ordre psychologique dans la façon d'aborder le travail. C'est-à-dire que Pauline, elle travaille à la télévision, à TF1, à France 2, à France 3, donc il y a beaucoup de gens qu'elle croise que j'ai croisés avant elle. Donc moi, ce que je dis toujours, est-ce qu'ils sont sympas avec toi? Et et de l'autre côté, est-ce que ça se passe bien? Et parfois, elle me raconte, tiens, j'ai fait une boulette, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et on en discute. J'ai dit, attends, ça fait partie des boulettes, on en fait tous, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui va te permettre, c'est toujours voilà. J'espère que toi tu fais du bon boulot, parce que j'ai aussi mes copains qui me disent, on est content de travailler avec Pauline et tout, etc. Bon. Voilà, moi je suis une espèce d'intermédiaire, et avec Lucas pareil, lui il veut faire du cinéma, c'est compliqué, on sort d'une pandémie période compliquée qui a été terrible, donc j'essaie de lui donner des conseils. C'est pas simple parce que vous avez un papa qui a un peu plus de 60 ans. On n'est pas forcément le plus au fait de ce qui se fait en ce moment. Mais si je peux lui remonter la caisse, comme on dit, si je peux lui remonter le moral, une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là, ça fait son petit effet ou pas, mais je suis là, voilà. Et souvent, je dis aux enfants, je préfère vous dire ça, vous l'avoir dit 100 fois que pas une seule. Allez, pour finir cette discussion, un petit mot sur la télé. Vous êtes, je le disais en introduction, très actif sur les planches de théâtre, mais est-ce qu'il y a également des envies du côté de la télé, des envies, voire même des projets? Racontez-nous. Il y en a pas beaucoup, non. On m'a souvent posé la question, est-ce que j'ai des regrets ou est-ce que ça me manque? Je vais être très honnête, non. Ce qui me manque, c'est les copains avec qui j'ai travaillé, quoi. C'est mes potes à Télématin, mes amis à Motus. Mais ce que les gens ne peuvent pas deviner, c'est souvent c'est l'avant et l'après. C'est comme au théâtre, j'adore les répétitions. Les répétitions, c'est là qu'on trouve, c'est là qu'on cherche, c'est là qu'on fait connaissance. Et puis après, il y a la vie de troupe. Voilà, alors là, on se connaît un peu mieux, etc. Mais ce qui était bien, c'était Télématin, c'était l'arrivée dans la loge avec les petits yeux, des humeurs assez variables. Vous êtes fait des vrais amis à Télématin, notamment. Non, les mots, oh là là, des vrais amis. Je vous vois me regarder avec des yeux. Il me provoque. Non, le mot ami, là aussi, c'est pareil, on n'a pas 25 vrais amis. On a des gens avec qui on est bien,
avec qui on aime partager des moments. Souvent, je parle des amitiés de circonstance. Et vous pensez à qui, justement, ces personnes avec qui vous aviez du plaisir à partager ces moments d'intimité, que vous envoyez aujourd'hui peut-être encore? Karine Tessandier, Loïc Ballet, alors il faut que je les cite tous parce que j'étais tous. C'est parti. Oui, c'était vraiment Valérie Maurice, Nathalie Riouet, qu'est-ce qu'il y a encore, Christelle Balestrero, Isabelle Martinez, ça a été Damien Thévenot. Moi, je suis parti de France Télévisions, d'abord de mon propre chef, je le précise, parce que je sentais que c'était le moment et que je m'étais toujours dit, c'est moi qui prendrai la main. Donc c'est vous qui avez dit effectivement votre présidence au patron, je veux partir. Ouais, je l'ai pas dit comme ça, j'ai dit Antoine Boilet, secrétaire général de France Télévisions, avec qui je suis toujours en relation. Antoine, cette saison de Motus que je vais présenter sera également la dernière. Là, la chaise était pas loin, mais sinon je crois qu'il était un peu surpris là, oui, ça vraiment. Mais moi, je peux revenir à France Télévisions, je pense, et on me fermera pas la porte au nez, quoi. Donc Damien Thévenot m'a reçu il y a pas très très longtemps pour parler des Cachotiers, et j'étais fou de bonheur avec Maya Loquet dans la nouvelle version de Télématin. Donc mais bon. Voilà, les amitiés de circonstance. Il faut être lucide. Des amis, ça peut se déclarer sans qu'on s'y attende. Moi, quand j'ai été dans la difficulté après ma première séparation, je savais pas où loger. J'ai un copain qui vit en Afrique maintenant, mais qui m'a dit, attends, mais moi je vais faire le tour de France à la voile, donc je serai pas là. Si tu veux, je te laisse les clés. Ce mec-là, il a fait un geste qui était vraiment très amical, quoi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait quand on a récupéré son appartement? J'ai dit, maintenant, moi, c'est à mon tour de chercher un appart. Et puis je lui ai dit, si tu veux, tu vas être mon colocataire maintenant. Et j'ai inversé. Et je trouvais que c'était, on s'est pas vu depuis des années, mais il est toujours là. J'ai pas oublié. Il y a des tas de gens comme ça, vous allez les revoir, et ça sera le même plaisir. Alors, est-ce que ce sont des amis? Est-ce que ce sont des bons copains? Est-ce que on a du plaisir à être avec eux? Et déjà, c'est bien. Allez, pour conclure ce podcast, j'aimerais vous laisser le mot de la fin. Cher Thierry, c'est la coutume dans ce podcast. Imaginons que Pauline, Lucas et Clara tombent sur ce podcast, écoutent la discussion que l'on vient d'avoir. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser en quelques mots? Soit aux trois, soit l'un après l'autre, comme vous voulez. Thierry, c'est à vous. Non, je vais vous parler à tous les trois. Je ne sais pas si j'ai été ou si je suis un bon père. Je crois que c'est Sigmund Freud qui disait, oui, je sais, c'est encore une petite phrase, on ne sera jamais des parents formidables. Jamais. Mais vraiment, sachez que nous avons fait ce qu'on a pu. Et je fais ce que je peux pour être le mieux possible, ou le moins mal, avec mes fêlures, mes fragilités, mes faiblesses, mes petites phrases. Alors sachez qu'il y a une chose importante, c'est encore une petite phrase. Les enfants vieillissent et les parents grandissent. Voilà. Je vous aime. Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.